Pierre Moscovici, député strauss-kahnien, est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir, merci d'être avec nous. Le drame japonais, bien sûr, ses conséquences, la relance du débat, notamment en France, sur le nucléaire. Nous occuperons une bonne partie de cette émission, Pierre Moscovici. La première partie, en tous les cas. Ensuite, Guillaume Tabar des Échos nous rejoindra pour évoquer votre champion DSK, qui est aussi celui des sondages. Les derniers le placent à des scores que vous avez peut-être même, vous, de la peine à croire. Je ne sais pas. 33% au premier tour. Je commence à être un peu fatigué des sondages. Ah vrai. bon, très bien. Ouais. Et puis ensuite, Perrine Tarnaud. Quand ils sont bons comme quand ils sont mauvais. D'accord. Et ensuite, Perrine Tarnaud, de Public Sénat, sera là pour vous interroger sur un mode plus personnel, mais bien sûr, Pierre Moscovici, vos ambitions personnelles, votre impatience peut-être aussi, seront évoquées. Est-ce que j'ai l'air impatient? Vous allez nous le dire tout à l'heure. En tous les cas, parlons d'abord donc de ce drame nucléaire que vit le Japon et de l'impact politique en France, avec Nicolas Sarkozy qui se déclare convaincu de la pertinence du nucléaire pour la France. Il y a une forme d'union sacrée sur ce sujet. Aujourd'hui, on le constate entre l'UMP et le Parti socialiste. Est-ce que vous saluez Nicolas Sarkozy et sa prise de position au Conseil des ministres, ce rappel? Franchement, je ne veux pas me positionner par rapport au chef de l'État, au président de la République ou faire l'union sacrée. La première des choses, c'est que les Japonais sont en train de vivre un drame épouvantable et que nous devons avoir la décence de ne pas transposer ça dans notre débat politique national et que nous devons avoir avant tout une attitude de solidarité et être prêts à répondre sur le terrain humanitaire et logistique. Après, c'est vrai que cela pose la question de l'énergie nucléaire. Et je ne sais pas s'il y a consensus exactement ou pas. Mais on peut dégager quand même un certain nombre de points sur lesquels il faut qu'il y ait débat. Premier point, moi je crois profondément qu'il y a une exigence de débat sur le nucléaire, avec deux mots qui sont centraux: transparence et sécurité. C'est beaucoup trop opaque ce qui se passe en France. Et puis, il y a la question de la sécurité de nos centrales. Nous avons 58 centrales en France. Certaines ont 30 ans. Certaines sont dans des zones qui peuvent être des zones inondables et autres. Qu'il y ait un audit est une bonne chose. Très bien. Et bon, ça, c'est ce qu'a dit le gouvernement. Vous êtes satisfait? Mais là, je vous interrogeais sur la position de fond. J'y viens parce que c'est quand même ça l'essentiel. Oui. Et si cet audit concluait que telle ou telle centrale devait être fermée, il faudrait agir en conséquence. On ne peut pas se permettre le moindre risque par rapport à la sécurité. Enfin, il y a une question qui n'est pas traitée, qui est la question du mix énergétique, c'est-à-dire de la part de l'énergie nucléaire dans l'énergie française. En France pour vous aujourd'hui? Je vous donne quand même quelques chiffres qui feront comprendre les choses. Oui. Nous avons 75% d'énergie qui vient du nucléaire. De l'électricité. Le deuxième pays le plus nucléarisé, c'est l'Ukraine, avec 48%. Le Japon, c'était 30%. Et c'est vrai que le nucléaire, c'est formidable, mais en même temps, c'est une énergie de compromis qui permet à la fois de préserver des risques de CO2 et qui donne de l'indépendance, mais qui aussi comporte ses propres risques. Et donc, il faudra, oui, que nous allions vers, comment dire, une décroissance maîtrisée, ou en tout cas une maîtrise de l'équilibre de notre mix énergétique. On ne peut pas, dans 20 ans ou 30 ans d'ici, avoir 75%. Non, je vous écoute, vous me dites que l'énergie nucléaire n'est pas une source d'avenir. Et je dis que c'est quelque chose de fondamental, qu'on ne sort pas du nucléaire en quelques mois ni en quelques années. Mais l'objectif est vraiment de sortir. Alors, écoutez, je vais corriger mon expression. Oui. Allons vers un rééquilibrage maîtrisé. Bon. C'est-à-dire faire en sorte que ce ne soit pas plus de 50 à 60% de notre production électrique qui vienne du nucléaire. Bon. Ça veut dire deux choses quand même très importantes. Oui. Un, il faut financer absolument des investissements massifs dans ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Et deux, il faut changer nos modes de consommation, notamment dans le logement. Et donc, je ne sais pas si c'est ça que dit le président de la République, parce que... Ce que vous me dites, vous, en tous les cas, Pierre Moscovici, c'est que fondamentalement, vous ne demandez pas un changement de doctrine nucléaire. Je ne demande pas de renoncement nucléaire, et le Parti socialiste ne demande pas de renoncement nucléaire. En revanche, ce rééquilibrage maîtrisé est nécessaire. Et je crois qu'il y a, pardonnez-moi de le dire, plus que des nuances entre la gauche et la droite sur ce sujet-là. Parce qu'en réalité, ce que dit le président de la République, ce que dit le Premier ministre, ce que dit la ministre... Il parle de sûreté, de transparence comme vous. Oui, mais sur le mix énergétique, au fond, il n'y a pas grand-chose à changer. Moi, je pense que dans une perspective de long terme, il faut vraiment aller vers un rééquilibrage. Non pas la sortie du nucléaire, mais faire en sorte de développer
d'autres sources d'énergie, beaucoup plus qu'aujourd'hui, économiser aussi certaines sources d'énergie. On vous écoute, vous cherchez quoi? Rassurer vos alliés verts qui réclament un référendum avec qui le torchon brûle? Pardonnez-moi Michel Rosière, on n'est pas toujours obligé, quand survient un élément de cette nature-là, d'être uniquement dans un rapport politicien qui sont nos alliés, avec qui allons-nous gouverner, etc. etc. Oui, c'est très important, mais pardonnez-moi, moi il me semble que les Français aujourd'hui ont une vraie sensibilité sur ces questions, ont une vraie attention à ces questions. Et pardonnez-moi, moi j'ai pas attendu cet événement pour penser cela. Et le Parti socialiste n'a pas attendu cet événement pour le dire. Et donc nous ne sommes pas, contrairement à ce que disent les Verts, pour la sortie du nucléaire, nous ne sommes pas favorables à un référendum sur le nucléaire. Je pense que ce référendum donnerait lieu à des manipulations un peu émotives, si vous voulez, et puis quelle serait la question au fond. Mais nous sommes favorables à un débat et puis un rééquilibrage. Donc, si vous voulez, y compris par rapport aux Verts, nous ne sommes pas dans exactement la même position. Nous sommes dans la recherche de convergence. Pourquoi pas, sur des sujets qui sont des sujets majeurs. Ne laissons pas la question de l'énergie propriété d'un parti politique. Nous avons aussi cela dans notre code génétique, mais en même temps, affirmons nos positions. Alors, en tous les cas, il y a une voix divergente au Parti socialiste, c'est Aurélie Filippetti, d'ailleurs, qui se fait rappeler à l'ordre par Martine Aubry, parce qu'elle appelle, elle, à un véritable changement de doctrine. Est-ce que c'est une voix isolée? Est-ce qu'elle a le droit de s'exprimer ainsi? Parce qu'elle se fait rappeler à l'ordre par la première secrétaire. Moi, je n'ai jamais été très partisan des rappels à l'ordre. Je pense que le Parti socialiste est un parti qui a sa diversité. Simplement, Aurélie Filippetti appartient, je crois, à un groupe dans le Parti socialiste qui s'appelle le Pôle écologique, qui donne des sensibilités intéressantes. Je crois, moi, que la position adoptée par le Parti socialiste hier est une position équilibrée. Je crois aussi qu'Aurélie Filippetti, qui est membre du Bureau national, l'a adoptée. Donc voilà, circulons. Je ne dirais pas qu'il n'y a rien à voir, mais essayons de parler là-dessus, encore une fois, sur des sujets de fond. Mais le rappel à l'ordre était inutile, c'est ce que vous voulez dire? Non, enfin, je veux dire, c'est pas... Pardonnez-moi, mais c'est comme Nicolas Sarkozy et comme les Verts, j'essaie de m'intéresser au sujet de substance. Bon, et on va continuer à s'intéresser au sujet d'importance avec... la prise de position et la tentative d'action de Nicolas Sarkozy. On y revient, Pierre Moscovici, je veux parler de la Libye. La France s'est portée en première ligne, on l'a vu, plutôt seule. Est-ce que vous avez envie de rendre hommage au chef de l'État? Non. Écoutez, moi, ce qui me frappe depuis le début de cette révolution arabe, il y a eu d'abord la Tunisie, il y a eu l'Égypte, et maintenant la Libye. C'est l'espèce de côté erratique de la diplomatie française. Pendant un moment, Nicolas Sarkozy s'est montré terriblement complaisant avec les régimes en place. Il voyait finalement le confort des dictateurs et le risque des démocraties. C'est ce qu'il a fait avec la Tunisie, c'est ce qu'il a fait avec l'Égypte. Là, tout à coup, il l'a fait plus que les autres. Beaucoup plus que les autres. Mais écoutez, il l'a fait dans un moment qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait connu, c'est-à-dire le moment où il y avait cet ébranlement. On peut reprocher à tel ou tel de ses prédécesseurs d'avoir parlé avec Ben Ali ou Moubarak, mais il n'y avait pas la révolution. Aujourd'hui, l'urgence. Mais attendez. Oui. Sur la Libye, il a pris la position exactement symétrique, c'est-à-dire qu'il n'a pas écouté la diplomatie française, il n'avait d'ailleurs pas écouté avant, et il a été inspiré par des émissaires ou des intellectuels comme Bernard-Henri Lévy, et tout à coup, le voilà qui se transforme en va-t-en-guerre solitaire. Je ne dis pas que cette position est une position qui manque de générosité. Je crois en effet qu'il faut être extrêmement vigoureux par rapport aux dictateurs libyens. Mais il y a quand même deux problèmes. Le premier, c'est que Nicolas Sarkozy, dans le passé, et un passé récent, a eu à l'égard de Kadhafi une attitude stupide, c'est-à-dire une attitude également complaisante, ça amicale. Ça le qualifie aujourd'hui? Je crois qu'en tout cas, ça ne le qualifie pas. Parce que moi, j'ai été, vous le savez peut-être, président de la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale sur la libération des infirmières bulgares qui ont été emprisonnées en Libye. Et j'ai tout lieu de croire que derrière cela, il y avait des accords d'affaires, notamment l'espoir de vendre des Rafales, l'espoir de vendre des centrales nucléaires. Ça a été montré de manière très claire, ça a été dit par Anne Lauvergeon, un peu embarrassée devant la commission d'enquête. Et donc, hier, on était très potes avec Kadhafi. Aujourd'hui, on est très critique. Mais la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il aurait mieux valu, franchement, que Nicolas Sarkozy s'inscrive dans le cadre de l'Union européenne, qu'il évite de faire cavalier seul et qu'il plaide avec ses partenaires de l'Union pour qu'il y ait une zone d'exclusion aérienne, que cela soit fait aussi sur les paramètres de la Ligue arabe, qu'il y ait une force multipolaire qui soit mise en place avec, tenez par exemple, le Brésil et l'Égypte. Et au lieu de ça, Nicolas Sarkozy, c'est un coup à gauche, un coup à droite et toujours tout seul. Et ça, c'est pas une diplomatie efficace. Vous évoquez la perspective d'affaires derrière la libération des infirmières. Aujourd'hui, le clan Kadhafi s'en prend à Nicolas Sarkozy, bon, le traite de fou, et puis lui demande de rendre l'argent, celui que Tripoli aurait versé pour la campagne présidentielle de 2007. Est-ce que vous accordez un début de crédit à ce genre d'affirmation? Spontanément, et contrairement à Nicolas Sarkozy, je n'accorde aucune espèce de validité à la parole de Kadhafi. Et quand le président
le dictateur libyen parle, je pense qu'il s'agit toujours de provocation. Mais honnêtement, Nicolas Sarkozy aurait mieux fait de le réaliser. Car au moment où il est arrivé aux responsabilités, en 2007, et où il y a eu cette libération, il y a eu cet espoir fou que les choses allaient se normaliser et qu'on allait pouvoir négocier, je n'ai pas parlé d'affaires, des contrats mirifiques. C'était naïf, c'était stupide à l'époque. Et je me souviens, mais vraiment, ça m'a vraiment fait de la peine, ça m'a fait mal. Vous vous souvenez de ce spectacle absurde de Kadhafi dressant sa tente dans la cour de l'hôtel Marigny, ou bien visitant Versailles avec ses moon boots et sa chapka. Mais comment Nicolas Sarkozy a-t-il pu être si naïf qu'il ait fait confiance à ce dictateur? Moi, je ne lui fais confiance en rien, même pas quand il y a des allégations sur une campagne électorale. D'accord, mais vous ne faites pas non plus confiance à Kadhafi, aux accusateurs. Hein. C'est bien ce que je dis. Je ne fais pas confiance à Kadhafi. Je ne lui faisais pas confiance à l'époque, je ne lui fais pas confiance maintenant. Mais en même temps, comment Nicolas Sarkozy a-t-il pu lui faire confiance? Comment a-t-il pu lui faire confiance? Et donc aujourd'hui, je dirais que du coup, son attitude paraît un peu médiatique. Voilà. Tourné vers la communication plus que vers l'action. Est-ce qu'il est temps, alors un peu en matière d'action, est-ce qu'il est encore temps d'agir militairement alors que les insurgés sont réprimés durement par Kadhafi qui envoie son artillerie et ses avions? Vous avez raison, tout ça serait risible s'il n'y avait pas des vies humaines qui sont perdues tous les jours. Et moi je lance cet appel, pas seulement à Nicolas Sarkozy, mais à toute la communauté internationale. Tout le monde le dit, les Américains le disent, l'ONU le disent. Il faut maintenant très vite qu'il y ait une action qui appelle à un cessez-le-feu et deux, à une zone d'exclusion aérienne. Et moi, je fais cette proposition que ça se passe dans un cadre multilatéral. Enfin, ce que Nicolas Sarkozy ignore, c'est-à-dire avec d'autres, ça doit pouvoir être fait avec les Anglais, ça doit pouvoir être fait avec l'Union européenne, ça doit pouvoir être fait avec les Égyptiens, avec le régime. Vous savez bien, en raison de la lenteur de la diplomatie, Kadhafi aura déjà maté la rébellion. C'est indispensable que ça intervienne très vite. On est dans l'urgence absolue là. Et il faut effectivement que la communauté internationale arrête de tergiverser. Allez. On va parler du Parti Socialiste donc, et de 2012 dans un instant. DSK, semble-t-il, a ancré l'idée maintenant dans l'opinion qu'il était candidat. Vous en avez maintenant la conviction, Pierre Moscovici, vous-même. Hein? J'en ai l'espoir. Mais je suis un député socialiste avant même d'être un député strauss-kahnien, vous savez. Oui, bien sûr. Mais vous avez encore un doute? Tant que c'est-à-dire que vous tenez en réserve vous-même pour vous lancer dans les primaires? C'est pas du tout ça. Tant qu'il ne s'est pas déclaré comme candidat, je pense qu'il ne faut pas faire comme s'il l'était déjà. Ce serait à la fois indélicat, peut-être là aussi naïf, maladroit. Et donc, voilà. Je dirais simplement que ma conviction qu'il doit être candidat grandit tous les jours, et ma conviction qu'il y pense également. Bien, on en parle donc avec notre confrère des Échos, Guillaume Tabar, mais d'abord avec Fabrice Cunet, plongé dans la science de la com, hein, que maîtrise vraiment à merveille DSK. Cette fois, le doute n'est plus permis. DSK a clairement fait comprendre qu'il était candidat, le tout sans le dire. J'ai absolument aucun autre commentaire à faire, je suis désolé. Derrière ce tour de force, ils sont trois, Stéphane Fuchs, Ramzi Kiroun et Gilles Finkelstein. Le premier dirige le puissant Euro-RSCG. Le second travaille pour le groupe Lagardère et le dernier s'occupe d'un think tank socialiste. Trois hommes et une femme, son attaché de presse, Anne Hommel. Ce sont eux qui organisent sa stratégie. Il faut occuper l'espace, montrer qu'on est dans le jeu politique, se faire un peu désirer, créer le désir, comme diraient les publicitaires, et en même temps ne pas se dévoiler. Alors qu'est-ce que l'on fait? On occupe quelques séquences, on envoie quelques cartes postales, comme on dit en communication. Au Sénat, ils sont une trentaine à former un club de soutien. À sa tête, le fidèle François Patria. Pour lui, la stratégie de com a un objectif. Je crois que ce qu'il fallait rétablir, face aux accusations sur le fait que Dominique serait lointain, Dominique Strauss-Kahn, il fallait rétablir la vérité et montrer en quoi les problèmes qu'il traite aujourd'hui sont des problèmes quotidiens des Français par ailleurs. À chaque séquence, DSK s'emploie à casser son image de patron du FMI, à se donner une dimension plus sociale. En France, plus de 6 millions, un quart des salariés, gagnent moins de 750 €. Dans cette situation-là, il y a une sorte de mécanique négative qui se met en marche et c'est contre ça qu'il faut lutter. Ces sorties médiatiques agacent à droite et parfois même à gauche. La dernière fait beaucoup parler, un an avec DSK, ou comment humaniser le patron du FMI. Une commande de Canal+, mais l'équipe de com n'aurait pas fait mieux. Yes, we can. Moi, j'y suis pour rien. Ils ont fait ça à mon insu, à l'insu de mon plein gré, comme on dit. Qu'est-ce que vous en pensez de ce slogan? Il a servi une fois, il ne peut pas servir deux fois. Voilà, il est vraiment très fort hein, au niveau de la com. Hein. Guillaume Tabar nous a rejoint.
Bonsoir Pierre Moscovici. Alors vous avez dit tout à l'heure à Michel que vous étiez lassé par les sondages, donc on ne va pas commencer par parler des sondages, mais revenons sur cette séquence de communication. Je ne suis pas lassé par les sondages. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'ils mesurent surtout aujourd'hui, c'est 4 choses. La première, c'est le discrédit fantastique qui frappe Nicolas Sarkozy. On ne sait pas où ça va s'arrêter. Enfin, le voilà à 18-19%. Ça a quelque chose d'effrayant pour lui et pour la fonction présidentielle. La deuxième chose que ça mesure, c'est la montée du Front National. Et moi, avant d'être parmi vous là ce soir, je suis tous les jours en soutien des candidats au cantonal, même plusieurs fois par jour, et je constate ça sur le terrain, et j'avoue que ça m'effraie. J'ai été mise de Jospin, j'ai vécu le 21 avril, je ne veux pas le revivre. La troisième chose que ça mesure, c'est que s'agissant du Parti Socialiste et de ses candidats, disons, sur le terrain français, c'est pas encore totalement convaincant. Et la quatrième chose, c'est qu'il y a une valeur que je ne sais pas comment appeler, refuge, recours, ou puissante, qui est celle de Dominique Strauss-Kahn. Voilà la réalité. Après, selon que c'est 30, 32, 33, à la fin, on finit par être lassé par la déferlante, si vous voulez. Pierre Moscovici, qui est avant tout une déferlante anti-sarkozyste. Oui, mais justement, à propos de votre deuxième point sur la montée du Front National, est-ce que le Parti Socialiste peut dire que c'est à cause de Nicolas Sarkozy? C'est ce qu'on entend. Pas uniquement. Moi, ce que je mesure, c'est une désespérance sociale. C'est une France qui a peur du déclassement. C'est un racisme, il faut le dire aussi, qui gagne du terrain. Mais c'est vrai que le président de la République a laissé se développer un terrain particulièrement désagréable et propice au FN. Quand il ne cesse de lancer des débats lamentables, comme le débat sur l'identité nationale, comme le débat sur l'islam et la laïcité. Quand justement, s'agissant des révolutions arabes, au lieu de dire d'emblée, voilà, c'est une espérance, c'est une chance, et nous devons construire une puissante action euro-méditerranéenne, il dit attention au risque migratoire, comme s'il y avait un risque de déferlement. Tout à l'heure, je participais à un débat à l'Assemblée nationale avec Alain Juppé, qui ne dit pas du tout la même chose. On parlait tout à l'heure de la politique étrangère de la France. Aujourd'hui, il y a 2 voix qui ne sont pas du tout en cohérence. Ben oui, le président de la République... C'est ce que dit le premier intéressé, le ministre des Affaires étrangères. Ça a l'air de l'agacer beaucoup, ça l'a agacé quand je lui ai dit, mais je pense néanmoins que c'est la vérité. Sur tous les sujets, sur la Libye, sur le Japon, sur les flux migratoires, sur l'Europe, il y a 2 voix. Mais enfin, en attendant, la principale, c'est celle du président de la République, et je pense que tout ça est anxiogène. Et que oui, Nicolas Sarkozy, je l'accuse, non pas d'être le seul responsable de la montée du FN, mais d'en être un des principaux responsables, parce qu'il ne tient pas son rôle de gardien des valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Vous pointez la discorde chez l'ennemi, ce qui est de bonne guerre en politique, mais est-ce que... Tout à fait. Mais est-ce qu'aussi cette personne Marine Le Pen n'est pas due aussi à un exode des catégories populaires venues de la gauche qui vont vers Marine Le Pen? Est-ce que de ce point de vue, Dominique Strauss-Kahn est le mieux placé pour parler à cet électorat populaire? Je serais vraiment le dernier à être comme ça négligent par rapport à ça. Je suis élu d'une circonscription où Jean-Marie Le Pen a fait 29%, vous m'entendez, en 2002, alors que Lionel Jospin faisait 15 et Jacques Chirac 13. Donc je sais ce que c'est. Et je sais que cette souffrance des couches populaires, elle existe. Et je dis que nous, Parti Socialiste, nous devons y répondre. Et donc je ne néglige pas. Mais s'agissant de Dominique Strauss-Kahn, vous savez, moi je les connais, ces électeurs, ce sont les miens dans le Pays de Montbéliard. Ce sont des électeurs ouvriers, ce sont des électeurs populaires, ce sont des électeurs qui vivent dans des conditions difficiles. Et ils attendent aussi une parole de réassurance, une parole d'autorité, une parole de solidarité. Et ce que disent les sondages aujourd'hui, hein, c'est pas une prédiction. Ils ont du bon les sondages. Encore une fois, quand je dis qu'ils me lassent, c'est qu'il y a un côté quand même à force de déferlante où tous les jours on voit des choses, c'est quand même un peu fatigant. Mais enfin, il y a quand même ces tendances lourdes que j'ai données. Ce que disent les sondages tous, c'est que Dominique Strauss-Kahn peut incarner ça, y compris à l'égard des couches populaires. Et figurez-vous que cet homme-là, qu'on dit lointain, qu'on dit homme du FMI, de je ne sais quelle gouvernance mondiale ou homme de com', il est aussi celui qui est le plus populaire dans l'électorat socialiste et dans l'électorat ouvrier. C'est ainsi. Il ne faut pas comme ça caricaturer les choses et penser que cet électorat, il a des œillères, il est disponible pour une parole de vérité. J'en suis profondément convaincu. Par contre, si on lui tient des discours trop classiques, des discours d'assistanat, des discours plan-plan, des discours fatigués, alors là, il se détourne du courant socialiste. Et le Parti socialiste a besoin de rénover sa parole profondément. J'en suis intimement persuadé. Et pas depuis hier. Et cette montée de Marine Le Pen a également relancé le débat interne au Parti socialiste sur le bien fondé des primaires. Alors vous-même, vous avez dit rapidement qu'il fallait que ces primaires aient lieu, mais en même temps, vous avez dit, c'était à Lyon, je crois, hier, que le PS ne pouvait pas se payer le luxe d'une confrontation entre des candidats d'une même sensibilité. Alors,
clairement, qui a le droit? Je ne cesse de répéter la même chose. Alors on m'a prêté. Non. Si, Michel Grossior. Parce qu'on m'a prêté des propos invraisemblables. J'ai toujours dit la même chose. J'ai été un des premiers à demander les primaires. Qui a le droit d'être candidat aux primaires EPS? Laissez-moi vous dire une chose. Nous avons décidé les primaires parce que ça permettait d'élargir la palette de ceux qui votent pour le candidat socialiste. Ça lui donnait une légitimité démocratique, populaire beaucoup plus forte. J'étais partisan des primaires, je le reste. Que les choses soient claires. Après, qui dit primaire, dit pas chienlit, dit pas division, dit pas on se fout sur la gueule. Et justement, dans cette tournée que je fais des cantons français, j'étais hier dans la Loire, j'étais avant-hier dans le Rhône, partout on me dit attention à vos primaires, ça doit pas être la foire d'empoigne, ça doit pas être la division. Et ça veut dire quoi? Qui est légitime à y aller? Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde est légitime à y aller, simplement ce que j'ai appelé, ce à quoi j'ai appelé, et j'appelle à nouveau, c'est la responsabilité. Je prononce ce mot parce que ça fera peut-être encore une reprise, responsabilité. On n'est pas obligé d'être candidat aux primaires pour le plaisir. Et donc je souhaite que le moment venu... Qu'est-ce que vous dites à François Hollande qui dit justement... Je souhaite que le moment venu, ceux qui pensent aux primaires soient capables de se poser la question, est-ce que ma candidature est utile? D'accord. Et si on... François Hollande, attendez, mais pardonnez-moi Guillaume. François Hollande, à la une du journal gratuit Métro, je suis prêt. Je vais vous répondre de manière très claire. Si on reste dans la situation d'aujourd'hui, où vous avez un homme qui a 10 points d'avance sur les autres, dans les sondages, les fameux sondages. Si on reste dans la situation d'aujourd'hui, où les 3 autres sont dans et qui pensent à peu près comme lui, ils sont peut-être prêts, ils ont envie, ça se comprend. Moi, je comprends tout à fait les ambitions légitimes de Martine Aubry, de François Hollande, de Ségolène Royal. Et voyez-vous, quelqu'un comme moi n'a pas de raison de ne pas y penser. Mais qu'on raisonne en responsabilité. Si soi-même, on est talonné par le FN, pendant que quelqu'un nous prémunit de ça, alors il faut se mettre derrière lui. Merci. Donc j'en appelle à des primaires de responsabilité, de rassemblement. Ça ne veut pas dire qu'il faut le décider demain matin. Mais ça veut dire qu'au moment où se lanceront vraiment les candidatures fin juin, il faut quand même que tout le monde se pose la question, quel est, non pas mon intérêt personnel, mais l'intérêt général, l'intérêt collectif, l'intérêt de la gauche. Je sais que ça paraît totalement ringard, stupide, fatigué, ce que je dis, mais enfin quand même, les notions d'intérêt général ne sont pas des notions nulles quand même pour un socialiste. D'arithmétique, parce que vous comprenez très bien. Donc si même Martine Aubry, même François Hollande, même Ségolène Royal sont talonnés, voire devancés par le Front National, a fortiori un Arnaud Montebourg, a fortiori un Manuel Valls, a fortiori vous-même. Donc conclusion, il n'y en a qu'un, Strauss-Kahn. Pour ce qui me concerne, je me suis déjà exprimé de la manière la plus claire, mais on peut avoir des primaires sans avoir 10 candidats. Les primaires, c'est pas juste une machine à tirer au pigeon pour offrir à la droite le spectacle de la division de la gauche, tout de même. C'est quelque chose qui permet d'élargir le champ de ceux qui choisissent le candidat. On n'est pas obligé d'en faire n'importe quoi. Et donc, pour ce qui me concerne, enfin, là, pour le coup, je pense que j'ai un peu montré l'exemple. Le premier, c'est une attitude qui n'a pas toujours été comprise, mais j'ai toujours défendu. J'ai dit, oui, je veux ou je pense pouvoir être candidat aux primaires. Je pense qu'il faut qu'une autre génération puisse s'exprimer dans les primaires. Je crois que j'ai autre chose à dire que tel ou tel, et donc il n'y a pas de raison que les primaires soient réservées à la génération qui était là dans les années 80 et 90. Je l'ai dit, je le pense, mais j'ai aussi dit autre chose, que si quelqu'un était mieux placé que moi, qui avait les mêmes idées que moi, je serais derrière lui. Parce que c'est l'intérêt de mon parti et l'intérêt de mon pays. Et c'est pour ça que je soutiens Dominique Strauss-Kahn. Pas par amitié ou affectivité, pas seulement, mais surtout par raison. Et pourquoi est-ce que les autres ne seraient pas aussi raisonnables que moi? On peut dire que vous êtes pour des primaires de confirmation. Je suis pour des primaires de responsabilité. Mais ce n'est pas un jeu de mots. Si, au mois de juin, il apparaît que la bataille entre 3 ou 4 candidats est légitime et sans danger, qu'il y ait cette bataille entre 3 et 4 candidats. Si, en revanche, il apparaît que c'est une bataille imprudente, que chacun a la responsabilité pour se rassembler. Ce sont des propos qui sont de bon sens, ils sont pragmatiques quand même. La responsabilité à laquelle vous appelez concerne également les Verts? Non, parce que nous avons choisi finalement de faire des primaires socialistes. Mais là, pour le coup, c'est une question qui se poserait peut-être dans l'hypothèse où nous serions encore dans une situation inconfortable en mars 2012, mais pas en mars 2011. Et donc vous ne craignez pas, par exemple, qu'avec l'émotion créée par le drame japonais, que par exemple un Nicolas Hulot se lance dans la bataille et, pour le coup, prive le PS d'un potentiel électoral fort? Je suis persuadé, moi, que si le Parti socialiste est capable d'élaborer un projet à la hauteur, c'est-à-dire à la fois très ambitieux et très crédible, parce que la situation est très compliquée, très socialiste, mais aussi très écologique. Je suis persuadé que si nous sommes capables de faire ça, et si nous sommes capables de choisir dans de bonnes conditions notre candidat à l'élection présidentielle, alors, comme on dit
dans la guerre des étoiles, la force est en nous, elle sera avec nous. Et nous n'aurons pas besoin à ce moment-là de chercher des combinaisons politiques. Si nous ne sommes pas capables de ça, nous serons en difficulté de toute façon. C'est pour ça que moi j'appelle à une sortie par le haut, si vous voulez, de nos crises, crise identitaire, crise de leadership. Ça fait 10 ans que nous trimballons ça, en réalité, depuis le 21 avril 2002. Nous avons quelques mois pour en sortir, et moi j'appelle franchement mes amis, mes camarades, à en sortir par le haut. Franchement, il n'y a pas que président de la République dans la vie. Alors une question de calendrier. Faire des tas de choses, quoi. Si paraît extraordinaire, ou si, comme c'est ce que je souhaite, Martine Aubry, François Hollande, Ségolène Royal, moi-même, Manuel Valls se retiraient, et vous pensez qu'il n'y a pas de boulot pour tout le monde? Moi, je crois que si. Une question de calendrier. À condition de gagner. On sait bien que vous voyez, vous, alors demain, votre boulot, ce sera quoi? Mon premier boulot, c'est de commencer à essayer de contribuer à faire gagner le candidat socialiste. Moi, j'ai appris que vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, vous savez, j'étais dans la pièce le 21 avril 2002, j'étais un jeune ministre de Jospin, probablement promis à l'époque un bon avenir, et 15 jours après, je n'étais plus député. Et quand vous entendez aujourd'hui François Fillon évoquer ouvertement le risque d'un 21 avril, mais à l'envers pour la droite? Je me dis qu'il y a de l'inquiétude. Et vous savez, je parle toujours de ce que je vois sur le terrain. Je sens effectivement que cette montée du Front National, elle se fait en partie sur la gauche, mais beaucoup sur la droite. Et c'est pour ça que l'attitude de Nicolas Sarkozy, j'y reviens, elle est stupide, elle est irresponsable, parce que, vous savez, quand on lance certains débats et qu'on n'y donne pas de réponse, parce qu'en fait, quand Jean-François Copé dit l'islam, les laïcités, mais on ne change rien, les gens se disent, alors, et Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle dit derrière? Ben, moi, je vous donne une réponse simpliste, contre les valeurs de la droite, mais en réalité, les Français, à la fin, préfèrent toujours l'original à la copie. Si c'est pour faire du Le Pen light, alors à ce moment-là, ils feront du Le Pen hard. Et ça, je reproche à la droite de ne pas l'avoir compris. François Fillon me paraît plus prudent, simplement, il est bridé, il ne peut pas dire grand-chose, sinon s'inquiéter. Et il s'inquiète peut-être pour la Sarthe aussi. Et en même temps, pour François Fillon, dire ça, est-ce que c'est pas une manière aussi d'attirer, de manière peut-être pas charitable, l'attention sur la situation du président de la République? Peut-être. Vous savez, il faut raisonner dans plusieurs cas de figure. Tout laisse à penser que Nicolas Sarkozy veut être candidat à un deuxième mandat. Tout laisse à penser qu'il va l'être. Simplement, il est aujourd'hui dans une défaveur telle qu'il n'est pas à l'abri d'un mauvais coup de la droite. Souvenez-vous des 43 députés qui, à l'époque, avaient laissé tomber Jacques Chaban-Delmas pour aller sur Valéry Giscard d'Estaing. Comment s'appelait déjà le chef de ce petit groupe? Jacques Chirac. Voilà. Vous pensez que François Fillon exprime là une envie présidentielle? Moi, ce que je sens, c'est qu'à droite, il y a quand même beaucoup de fébrilité, qu'il y a de l'inquiétude, et que Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, paraît davantage un boulet à ses amis qu'un atout. D'ailleurs, vous savez, ce qui est très drôle, c'est que vous allez dans les départements français, vous êtes la chaîne parlementaire, on ne voit nulle part le sigle de l'UMP disparu, englouti. Y a-t-il encore une majorité présidentielle? Je lance ici un avis de recherche. Alors, sur la situation à droite, pendant longtemps, on a demandé aux responsables de l'UMP quel candidat socialiste serait le plus dangereux ou le moins dangereux pour vous. Aujourd'hui, retournons à la question pour vous. Quel serait le candidat de droite le plus dangereux ou le moins dangereux? C'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, Nicolas Sarkozy n'est pas en bonne position, c'est sûr. Mais en même temps, vous savez, il faut d'abord travailler. Serait plus dur à battre pour vous? J'en sais rien, mais il faut d'abord. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'après les cantonales, si, comme je le pense et je le souhaite, la gauche gagne de nombreux départements, si nous sommes en situation de renverser la majorité sénatoriale, parce qu'il y a ça derrière aussi, ça va commencer à tanguer sec chez eux. Après, c'est leur affaire. Pas la mienne. Vous parlez des cantonales, un petit pronostic, combien de départements espérez-vous voir basculer à gauche le 27 mars? Je ne devrais pas le dire parce que je devrais faire la langue de bois, dire ce serait bien, gna gna gna. Je me suis déplacé dans une quinzaine de départements, j'en vois beaucoup, où les choses sont possibles. Mais il faut cravacher jusqu'au bout. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Merci. Guillaume, dernière question, est-ce que vous êtes favorable à un front républicain? Non. Non. Vous savez, moi j'ai voté après le 21 avril pour Jacques Chirac, oui. Et j'ai appelé à voter pour lui, j'ai fait campagne pour lui. On a vu ensuite que les choses ont été vraiment ambiguës. Je ne ferai jamais l'équivalence entre la droite républicaine et le Front National, mais de là à appeler comme ça, avec enthousiasme, à voter pour un candidat de droite, il faudra trouver les bonnes formules. Ça ne s'appellera pas Front républicain. Coup par coup, quoi. Non, on peut aussi dire qu'il y a des valeurs qu'on ne partage pas, on peut appeler à faire barrage. Vous savez, il y a toute une terminologie, mais en tout cas, le Front républicain, je n'y crois pas, parce que justement, la droite républicaine a bâtardi son message, et parce qu'aujourd'hui, il y a trop peu de différence entre le message de l'UMP et le message du FN, entre les ressentiments et les ressentis des militants et des électeurs UMP et ceux du FN. Merci Guillaume Tabar. Perrine Tarnaud va donc nous rejoindre. Juste avant, cet arrêt, Pierre Moscovici, sur vous.
regardez-moi, c'est là que ça se passe sur vous, sur votre parcours, c'est quand même sur vos ambitions, sur vos frustrations aussi peut-être. Allez savoir au Parti socialiste, hein, vous avez rappelé. Ça m'est arrivé. Ah oui, vous avez rappelé le gap générationnel hein, qui en bride plus d'un au Parti socialiste. On voit ça avec Tam Tranui. Pierre Moscovici, c'est l'histoire d'un ex-enfant précoce de la politique, cantonné au second rôle. Plus jeune secrétaire national en 1990, élu au Parlement européen dès 1994, mais pas facile pour le Benjamin du gouvernement Jospin de grandir dans la famille socialiste. Pierre Moscovici était ministre des Affaires européennes, ce qui n'est pas un mince portefeuille, mais néanmoins il est considéré comme étant celui qui était derrière Védrine, qu'on voyait à peine, et les médias et les socialistes considèrent qu'un type qui n'a été que ministre des Affaires européennes, excusez quand même du peu à nouveau, c'est comme s'il n'avait rien fait. En 2008, Pierre Moscovici tente l'émancipation en se déclarant candidat à la tête du parti. Mais la révolte adolescente et la barbe naissante à 50 ans n'aboutissent pas au succès escompté. Dans le chaos général des socialistes, Moscou est laissé sur le bord du chemin. Y aurait-il un problème de génération ? Les jeunes lions, les ex-quadras aujourd'hui quinquas ont bien du mal à se faire entendre pour eux-mêmes. La faute aussi peut-être aux médias. Tant qu'ils étaient mouche du coche ou porteur d'eau ou celui qu'on pouvait joindre au téléphone plus facilement que son chef, ils avaient une certaine surface médiatique. À partir du moment où ils revendiquent quelque chose, c'est-à-dire le droit à l'existence politique, il y a un tir de barrage médiatique. Aujourd'hui, Pierre Moscovici a des responsabilités au PS, mais s'il revient sur le devant de la scène, c'est aussi parce que l'ex-outsider s'est transformé en porte-voix de l'homme providentiel, principe de réalité oblige. Et si cette stratégie s'avérait efficace, Pierre Moscovici pourrait prétendre à des responsabilités de premier plan. Pendant très longtemps, moi, à Lyon, on a dit mais Gérard Collomb, il n'arrivera jamais au premier plan, il sera toujours au second plan dans l'ombre. Vous voyez, je suis devenu maire de Lyon. On le dira peut-être dans quelques années pour Pierre Moscovici en disant mais il est encore là. Comme quoi, il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Voilà, Perrine, c'est à vous. Si on écoute Gérard Collomb. C'est gay. Lui, pour lui, son graal politique, c'est la mairie de Lyon. Le vôtre, c'est quoi ? Toujours faire mieux demain que ce que j'ai fait hier. J'ai pas vraiment l'impression, si vous voulez, d'être aujourd'hui à un second rôle, d'y avoir été confiné. Les commentaires de M. Bernard me vont droit au cœur. Mais non, en réalité, ce qui est vrai, c'est qu'il y a dans notre parti un problème de génération. C'est-à-dire que nous sommes un parti unique qui ne se compare à aucun autre. Moi, j'ai été le plus jeune ministre socialiste de Lionel Jospin. J'étais ministre des Affaires européennes. Je continue d'avoir beaucoup de contacts européens. Et ce que je vois, c'est que tous ces partis, contrairement à nous, ont renouvelé leur leadership une fois, deux fois, trois fois. Prenez l'exemple, par exemple, du parti travailliste britannique, où il y a eu deux frères qui se sont affrontés, l'un avait 40 ans, l'autre avait 45 ans, le Premier ministre a 45 ans et le Vice-Premier ministre a 45 ans. Nous, en France, nous avons un côté un peu... Vous parlez d'un pays anglo-saxon où il y a un turnover un peu plus important chez les hommes politiques qu'en France. Je ne connais pas en Europe de parti qui soit dirigé par les mêmes qu'il y a 10 ans ou 12 ans. Nous sommes un peu l'exception, il y a un côté un peu politburo, et c'est vrai que on laisse peu les jeunes qui sont plus très jeunes, d'ailleurs, parce que, vous savez, c'est original, les cadras du Parti socialiste, ils sont quinquas. Ils sont quinquas aujourd'hui. Voilà, donc c'est pas un cliché, finalement, ces quinquas qui sont restés éternellement dans l'antichambre du pouvoir, qui rongent leurs freins. C'est vrai que la façon dont le pouvoir se construit chez nous a un peu étouffé une génération. Et ce que je veux dire ici, c'est que cette génération, à laquelle j'appartiens, mais je ne suis pas seul, on a vu Vincent Payon, on a vu Arnaud Montebourg, on a vu Manuel Valls. Entre vous ça nous arrive, mais cette génération, elle n'a pas vocation à jouer les seconds rôles, pour le coup, en 2012, si nous l'emportons. Parce que la victoire que j'appelle de mes voeux autour de Dominique Strauss-Kahn, effectivement, parce que je pense qu'il est le mieux placé, ça ne doit pas, ça ne peut pas être la restauration ou le remake de 97, 15 ans après. Ça n'aurait aucun sens. Il faut effectivement faire qu'il y ait de nouveaux visages et de nouvelles idées dans la politique. Certains quand même ont émergé, se sont fait un nom, voire un prénom. Je pense à François Hollande, à Ségolène Royal. Oui, certes. Donc pourquoi c'est si dur pour vous, par exemple, d'émerger, de vous fabriquer une personnalité? François Hollande a été leader du Parti socialiste pendant 11 ans, et Ségolène Royal a été candidate à l'élection présidentielle. Et honnêtement, je ne leur envie rien, mais vraiment rien. Je dis simplement que ça ne peut pas être le partage des dépouilles entre quelques-uns l'année prochaine, et qu'il faudra que tout le monde ait sa voix au chapitre. Et je pense que la génération à laquelle j'appartiens, vous me demandez quel était le Graal, je n'en ai pas idée, mais cette génération-là, elle ne peut pas être confinée au second rôle. Ça ne peut pas être des gens qui ont commencé à être députés dans les années 80, ministres dans les années 90, qui dirigent le pays en 2012. Tout seul, ça n'aurait pas de sens. Je le dis de manière très tranquille
ayant moi-même été ministre d'un gouvernement pendant 5 ans, dans une fonction dont je peux assurer à M. Bernard qu'elle est intéressante. Alors, on va revenir 2 minutes à Dominique Strauss-Kahn. Votre première rencontre avec lui date de l'ENA. Il était votre professeur. Absolument. Ça a été le coup de foudre. Ça a été une rencontre amicale, et puis on a très vite sympathisé. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'étais plutôt à l'extrême gauche. Je l'avais été, je ne l'étais plus. On était quand même en 82-83, j'étais haut fonctionnaire. J'avais envie de faire quelque chose, j'avais envie de l'action. Mais c'est lui qui m'a fait adhérer au Parti socialiste, ou plutôt qui m'a attiré dans les cercles d'experts socialistes. C'est lui qui m'a présenté à Lionel Jospin, et ça fait effectivement maintenant, je me rends compte, près de 3 décennies de compagnonnage, avec de l'amitié, avec aussi de l'admiration pour l'intelligence qui est la sienne. Avec, vous avez prononcé le mot de l'émancipation, c'est pas tout à fait la même chose quand on a soi-même un peu moins de 25 ans et qu'on a un professeur, et quand on a un peu plus de 50 ans et qu'on a quelqu'un avec qui on travaille politiquement. Donc on n'a pas les mêmes rapports qu'à l'époque. Mais bon, en même temps, il reste cette composante-là. Je suis, moi, quelqu'un de très ringard, parce que très fidèle en politique. Depuis que je fais de la politique, j'ai eu 2 amis ou mentors, Lionel Jospin et Dominique Strauss-Kahn. Ça n'a pas beaucoup changé. J'allais vous poser, oui, quelle place occupe également Lionel Jospin dans votre panthéon personnel? Très haute. Quand en 86, je suis devenu le secrétaire du groupe des experts, je suis entré au cabinet de Lionel Jospin, qui était ministre de l'Éducation nationale. C'est lui qui m'a fait devenir le plus jeune secrétaire national du Parti socialiste, député européen. J'ai été son ministre à 39 ans. Comment voudriez-vous, qu'ayant fait ce parcours auprès de cet homme intègre, je n'ai pas pour lui reconnaissance et amitié. Et je pense que c'est une figure extrêmement belle de la gauche et qu'on aurait tort d'oublier, parce que somme toute, il est le seul qui nous a permis de l'emporter en 97, hors du lendemain d'une élection présidentielle. Et il a vraiment dirigé ce pays avec honnêteté, probité. Et ces valeurs-là, dans la période que nous vivons avec le sarkozysme confus, elles sont réhabilitées. Mais justement, vous rappeliez tout à l'heure que vous vous trouviez dans la même pièce que lui le 21 avril 2002. Vous avez compris sa réaction, son retrait de la vie politique sur le coup et puis après à moyen, long terme? Oui, je l'ai compris, je ne l'ai pas accablé. Je pense que c'est un homme qui est très honnête, avec aussi des éléments, on l'a dit, parfois de rigidité. Et puis il avait vécu ça comme une blessure. Et en plus, il avait le réflexe qu'ont les chefs de gouvernement dans les pays anglo-saxons, justement, que vous évoquez. Quand on a perdu, on se retire. On ne s'accroche pas. Chez nous, on a quand même une belle tradition. Hein. On s'accroche, on perd, on revient, etc. Et donc, il a fait ça. Je pense qu'il l'a fait un peu brutalement, mais je ne lui reproche pas. Simplement, ce qui est vrai, c'est que ça lui a compliqué la vie considérablement au moment où il a voulu revenir. C'était même plus possible. Et aujourd'hui, comment vous jugez la stratégie de Martine Aubry à la tête du Parti socialiste? Quelle est sa stratégie? Donc il n'y a pas de stratégie alors? Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est qu'on lui prête beaucoup de choses. Moi, ce que je vois, c'est qu'elle est le chef du Parti socialiste et que je constate, elle a sans doute des ambitions, Martine Aubry, et je trouve ça normal. Mais elle ne met pas tellement en valeur, c'est ce que vous voulez dire? Je vais y venir. Quand on est, comme elle a été, numéro 2 du gouvernement de Lionel Jospin, et auteur des 35 heures, grande réforme emblématique de la gauche, quand on est aujourd'hui premier secrétaire du Parti socialiste, quand on est une femme intelligente, comme elle l'est, on a envie d'exercer les premiers rôles. Elle a sans doute envie d'être présidente de la République. Elle a probablement envie de se présenter aux primaires. Mais il y a une chose que je lui reconnais. Non, il y a une chose que je lui reconnais, et je veux la saluer pour ça. Je ne suis pas toujours d'accord avec elle. Elle a son caractère, elle a ses idées, on n'est pas toujours en phase. Mais je lui reconnais une chose, et je veux la remercier pour ça, c'est que justement, on parlait tout à l'heure de responsabilité. Elle agit avec responsabilité. Je suis persuadé que Martine Aubry, avant de penser à elle, pense à une chose, c'est la victoire de la gauche en 2012. Et qu'elle se dit que si ça passe par le succès d'un autre qu'elle, en l'occurrence Dominique Strauss-Kahn, elle s'y pliera. Je ne dis pas que ce sera forcément avec un plaisir énorme de renoncer à un destin qu'elle croit possible pour elle. Et voyez-vous, moi, ça, je dis, chapeau. Et ça, c'est le pacte. Non, c'est pas un pacte, je crois que c'est surtout il y a eu un pacte, mais vous savez quel était le pacte? Le pacte, c'était de s'entendre probablement pour gagner le premier secrétariat du Parti socialiste et pour empêcher, par exemple, que Ségolène Royal le devienne. Je suis persuadé qu'il n'y a pas de pacte sur la présidentielle. 2012 ? Non, je ne crois pas qu'il y ait un pacte. En revanche, je pense que ce sont deux personnes... Ils l'ont quand même plus ou moins confirmé, notamment Martine Aubry, implicitement, ce pacte. Je pense que ce que dit Martine Aubry doit être écouté pour ce qu'elle est, ce que c'est. Quand elle dit « nous ne nous présenterons pas l'un contre l'autre », ça veut dire « je ne me présenterai pas contre lui ». Et honnêtement, dans la situation qu'est la sienne, ça demande non pas de l'abnégation, mais enfin un sens des responsabilités. Elle saura résister à la pression de ses amis, parce qu'elle aussi, elle compte des amis, des élus comme vous, qui disent mais c'est elle la mieux placée, par exemple, pour réunir la gauche, notamment au premier tour, par rapport à DSK. Je pense qu'elle saura résister. Elle saura résister. Je crois qu'elle résiste en tout cas. Et encore une fois, dans tout ce qu'elle a dit, je ne l'ai jamais vu mordre le trait. Aujourd'hui, vous pensez qu'elle a déjà renoncé? Non. 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 Je pense qu'elle ne sait pas ce qui va se passer. Et que tant qu'elle ne sait pas ce qui va se passer, parce que Dominique Strauss-Kahn, on ne peut pas considérer qu'à coup sûr il est candidat. Je crois qu'il y va
Je pense que c'est bien. Mais je ne suis pas le messager de Dominique Strauss-Kahn, je n'en sais rien moi-même. Et donc, si vous voulez, Martine Aubry, elle n'a pas de raison de renoncer. Simplement, je crois qu'elle fait ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire qu'elle prépare le parti à exercer les responsabilités, alors avec des qualités et des défauts, encore une fois. Mais pourquoi ne pas parler? On n'est pas là pour faire de la langue de bois. On s'intéresse aux défauts alors. Oui, bon. Vous avez parlé de ses qualités juste avant, vous n'avez pas parlé de ses défauts. Elle a son caractère, Martine Aubry. Et puis par ailleurs, parfois, on souhaiterait que ça bouge un peu plus sur le terrain des idées. Mais ce que je voulais surtout souligner, sa grande qualité, la responsabilité. Allez, on va finir sur l'homme, Pierre Moscovici. On sait que vous êtes un amoureux de la vie, que les amis ont leur importance. Les femmes aussi, vous n'avez plus le temps. Donc j'allais vous demander justement, est-ce que ce sont des éléments indispensables qui passent parfois avant la politique? Non, vous savez, il y a beaucoup de stéréotypes. On parle souvent de moi comme j'étais il y a 20 ans ou 30 ans. Je ne vais plus en boîte de nuit le soir. Donc je le dis parce que je l'ai lu dans des tas de portraits. J'aime la vie, mais je travaille beaucoup. Et puis pour ce qui est des femmes que vous évoquez, j'ai des relations tout à fait normales. Non pas avec des femmes, mais avec une seule à la fois, en même temps. Et donc voilà, j'ai compagne, amie, etc. Comme un homme à femme. Je nie ça avec la plus grande énergie. Voilà. Mais en même temps, je trouve que c'est... Vous revendiquez aussi parfois un côté solitaire. Ça, c'est pas quelque chose que je revendique. On peut avoir sa personnalité. Et bon, moi, j'ai sans doute ça aussi dans mon code génétique. Je suis très collectif dans la politique. En même temps, j'aime bien lire, réfléchir de mon côté, me forger mes idées par moi-même. Et je ne déteste pas la solitude, c'est vrai. Comment est-ce que vous vous adaptez au pays de Montbéliard? Vous êtes en léger décalage, vous incarnez un peu l'establishment, Pierre Moscovici. Plus maintenant, j'ai mis très longtemps, mais vous savez... C'était un peu votre pénitence au départ? Non, mais on parlait tout à l'heure des qualités de Martine Aubry. Il y en a une que je crois on peut me reconnaître. C'est vrai que nous ne ressemblions pas, le pays de Montbéliard et moi. Je suis parisien de naissance, mais aussi avec 4 grands-parents d'origine étrangère. Ouais. Je suis énarque, je suis très européiste. Et ce territoire ouvrier, rebelle à l'Europe parfois, inquiet par la mondialisation, il y avait des points de différence. Mais j'ai toujours été très fidèle. Et dans les défaites comme dans les victoires, je me suis accroché. Et je me suis énormément défoncé pour eux. Aujourd'hui, je suis député dans une circonscription où Sarkozy a quand même fait 54%. Je suis président d'une agglomération. Les gens savent que je bosse pour eux. Et cette greffe compliquée, elle a pris. Vous savez, il change fondamentalement, ce que vous ça m'a appris des choses incroyables. On parlait justement de ces stéréotypes qui ont 20 ans ou 30 ans. Je ne suis pas le même. Et je le dois beaucoup au pays de Montbéliard. Parce que justement, Paris n'est pas la province n'est pas Paris. Les milieux populaires... Non, je suis plus le même. Je suis plus le même intimement, c'est-à-dire que quand je suis à Paris, je suis député, je suis responsable politique national. Vous avez découvert quoi? La réalité de la vie dans des territoires qui sont un peu plus complexes. Parce qu'il y a complexe d'une part. Le 6e arrondissement de Paris. Complexe et difficile, et parce que ces gens qui sont dans la difficulté, moi je travaille avec eux et je travaille pour eux. Et croyez-moi, c'est une chose qui est extrêmement importante. Quoi qu'il arrive, vous voyez, on est mercredi soir, le jeudi matin. Je pars là-bas et personne ne peut me joindre, aucun journaliste, rien du tout. Je m'y consacre totalement. Et je le fais parce que ça m'apprend énormément et aussi parce que je me dévoue à ça avec un grand plaisir. Et vous n'avez toujours pas votre permis de conduire, ce qui est un comble quand même au pays de Peugeot. C'est vrai, mais mes adversaires sont toujours là pour me le reprocher, ça ne m'empêche pas d'être élu en général. Très bien. Merci beaucoup Pierre Moscovici, merci Perrine, bonsoir à tous et à la semaine prochaine.